Et un petit bonus, encore un tout petit extrait, enfin quelques petits extraits, je vais lire des petits passages écrits par Derrick Jensen où il répond à des questions assez intéressantes. Alors avant ça, je vais lire un petit passage sur la résistance française qui me plaît bien. Lors des premiers mois de la résistance, les Français avaient une fausse idée de ce que pouvait être une action contre l'occupation. À l'instar de ces personnes qui se réunissaient dans des cercles résistants inorganisés, beaucoup d'entre elles se limitèrent à une expression personnelle ou individuelle de leur mécontentement. Au début de la guerre, certains observateurs allèrent jusqu'à affirmer que l'élégance des femmes parisiennes constituait une forme de résistance envers les Allemands. Cela prête à rire rétrospectivement. Mais quand on n'offre aucune perspective de résistance, on se raccroche à ce qu'on peut. Ce même phénomène s'exprimait par une résistance spirituelle. Leurs adeptes estimaient que les Français ne devaient pas activement résister contre les Allemands, mais plutôt se concentrer sur leurs propres âmes. Cela ne vous rappelle rien? En 1941, la majorité des mouvements s'opposaient à la violence et au sabotage. Mais avec le temps, cette position changea. La résistance prit de l'ampleur, ainsi que le nombre et la diversité de ces attaques contre l'occupant. Cette trajectoire est perceptible dans beaucoup de mouvements. Ils commencent par suivre des dissidents éparpillés ou des dirigeants qui craignent la résistance et privilégient le changement personnel, puis se rassemblent par affinité dans des groupes qui engagent des tactiques nouvelles ou risquées pour finalement aboutir à de larges mouvements et réseaux capables de mobiliser et de frapper avec force. La résistance commence à grandir lentement, mais se développe à une vitesse exponentielle. Son expansion découlait en partie du fait que de nombreux Français percevaient une possible victoire. À mesure que la résistance prit de l'ampleur, ces mouvements eux-mêmes passèrent de la propagande à l'action militaire et à la guérilla armée. Lorsque les forces alliées atterrirent en Normandie pour libérer la France, en recourant au combat ordinaire, elles furent aidées par des résistants qui leur servirent de guides ou qui participèrent à des affrontements et des opérations de sabotage. La résistance s'étoffa relativement lentement jusqu'à ce qu'il devint clair que l'Allemagne allait perdre. Le parallèle avec notre propre situation est évident. Les fissures dans la façade de la civilisation industrielle inspirent davantage de résistance. Plus son effondrement paraîtra proche, plus la résistance deviendra possible, efficace et nécessaire. Question fréquente. La civilisation se reconstruira-t-elle? Derrick Jensen. J'ai plusieurs réponses à donner. La première réponse est que non. Il s'agira d'une destruction sans retour. Les réserves de pétrole les plus accessibles sont épuisées. Il n'y aura pas d'autres ères pétrolières, pas d'autres ères du gaz naturel, ni du fer ou du bronze. En outre, il n'y aura plus, ou du moins pas avant très très longtemps, d'ère des paquebots, par exemple. Car les forêts ont disparu. Cette culture a tellement détruit qu'elle a anéanti les bases matérielles sur lesquelles une civilisation similaire pourrait se reconstruire. Les terres arables sont détruites. Non, il n'y aura aucune autre émergence de civilisation comme celle-ci. Il pourrait y avoir, en supposant que les humains survivent, des civilisations à petite échelle, mais il n'y en aura jamais une autre de cet acabit. Deuxièmement, la question est mal posée. C'est un peu comme si au milieu de la nuit, vous vous réveillez en entendant votre famille crier alors qu'elle se fait torturer et qu'en levant la tête, vous tombiez nez à nez avec un tortionnaire tenant une hache au pied de votre lit. Vous tourneriez-vous vers la personne qui dort à vos côtés pour lui dire « Mon chéri, comment s'assurer que d'autres fous furieux armés ne vont pas s'introduire dans notre maison demain ?» Nous sommes actuellement face à une crise et nous devons la résoudre. Nous n'avons pas le luxe de nous inquiéter de savoir si une civilisation se reconstruira dans le futur. Dans l'immédiat, nous devons empêcher cette culture de tuer la planète. Laissons le soin aux générations futures de se demander si une nouvelle civilisation pourra naître. Cette question m'en rappelle une autre récemment posée. Combien de temps pensez-vous qu'il nous reste? En pointant du doigt la personne accompagnant celle qui s'adressait à moi, je répondis « Imaginez qu'elle soit torturée dans la pièce d'à côté, on l'entend crier. Combien de temps penses-tu qu'il lui reste avant que nous agissions? Combien de temps faut-il accorder aux bourreaux avant de les arrêter? Des injustices ont lieu en ce moment même. 200 espèces se sont éteintes aujourd'hui. Combien de temps leur restait-il? Aucun. La question à se poser n'est donc pas de savoir si la civilisation se reconstruira, mais de savoir ce que nous pouvons faire pour protéger la planète tout de suite. Si nous sommes témoins d'injustice, nous devons les faire cesser. Question fréquente. Pourquoi organiser une action directe d'envergure contre le système quand personne d'autre ne s'y colle, particulièrement dans les pays industrialisés? Derrick Jensen. Parce que le monde est en train d'être assassiné, parce que ce crime profite en premier lieu aux membres des 10 pays industrialisés. Les pauvres ne devraient pas, là encore, se retrouver en première ligne, ni les autochtones, ni les non-humains. Il est de notre responsabilité en tant que
bénéficiaires de ce système d'y mettre un terme. Le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, le MEND, est parvenu à réduire la production de l'industrie pétrolière de plus d'un tiers au Nigeria. Ses membres ont agi de la sorte parce qu'ils aimaient la terre où ils vivaient et qu'elle est en passe d'être détruite. Nous avons bien plus de ressources à notre disposition que le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger. Et il est de notre responsabilité de les utiliser et de tirer parti de notre position privilégiée pour empêcher la destruction de la planète. Je vous lis encore un ou deux passages. Cette vidéo ne fait que 5 minutes 42. C'est court. Ah oui. Comment accepter le risque d'être arrêté quand cela implique de ne plus jamais voir ou aider mes proches, ma famille, mes enfants en ces temps difficiles? Derrick Jensen. Ce livre n'a pas pour but d'inciter les gens à faire des choses qu'ils ne souhaitent pas faire. D'ailleurs, ce livre n'a pas pour but de vous pousser à agir illégalement, même si ne rien commettre d'illégal ne vous garantira absolument pas d'être laissé en paix par les sbires du pouvoir. Nous avons précisé plusieurs fois qu'une culture de résistance peut se manifester de nombreuses manières et impliquer beaucoup d'activités qui ne sont pas aussi risquées que des actions clandestines. Si vous tenez avant tout à ne pas être arrêté, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours vous investir différemment. Toutefois, n'oubliez pas que lorsque la répression d'État s'intensifie, faire partie de ceux qui agissent à visage découvert ne signifie pas que vous ne serez pas poursuivi. Ce sont souvent les personnes publiques, les organisateurs, les écrivains qui sont jetés en prison. Les personnes qui agissent clandestinement sans profil public sont parfois plus en sécurité. Cela dit, posons la question autrement. Êtes-vous prêt à prendre le risque qu'il n'y ait plus de poissons dans les océans? Au rythme où vont les choses, d'ici à 2050, il se pourrait que les océans soient vides. Les amphibiens sont déjà en voie de disparition, tout comme les oiseaux migrateurs. La planète entière se meurt, est-ce un risque acceptable? Rien de tout cela n'est théorique. L'effondrement du système industriel signera mon arrêt de mort. Ma vie dépend de la médecine hautement technologique, mais il y a plus grand et plus important que ma vie. Question suivante. La civilisation est la seule chose qui empêche les criminels violents de violer ou de tuer, comme ils le font dans certains horribles endroits lointains. Qui protégera ma famille si nous démantelons la civilisation? Réponse de Derrick Jensen. Il y a quelques années, j'ai reçu le mail d'un policier de Chicago. Il était en train de lire Endgame et l'appréciait, sauf que selon lui, j'étais trop dur avec les policiers. Il m'a écrit « Notre boulot est de protéger les individus des sociopathes et c'est ce que je fais tous les jours. Je protège le peuple des sociopathes. » Voici ma réponse. Je trouve formidable que vous nous protégiez des sociopathes. Quand la maison de ma mère a été cambriolée, notre première réaction a été d'appeler la police. Quand la mienne a été cambriolée, j'ai fait appel à la police. C'est très bien que vous nous protégiez des sociopathes. Mais de mon point de vue, concrètement, vous ne nous protégez que des sociopathes pauvres et pas des ultra-riches, qui sont les pires. Après la catastrophe industrielle de Bhopal, en Inde, Warren Anderson a été jugé par contumace et déclaré coupable pour les atrocités de la firme Union Carbide avec condamnation à la pendaison. Mais les États-Unis ont refusé de l'extrader. Si cela ne tenait qu'à moi, toutes les personnes associées à la marée noire qui détruisit le golfe du Mexique seraient exécutées. Cela devrait faire partie des fonctions de l'État qui, à la place, protège les riches sociopathes de l'indignation populaire. Qui protège les agriculteurs indiens de Monsanto? Qui protège les agriculteurs des États-Unis de Cargill et de l'Archer Daniel Midlands Company? J'ai organisé un événement caritatif pour un groupe d'Américains d'origine mexicaine qui essayaient d'empêcher la création d'une nouvelle décharge de déchets toxiques dans leur quartier. Ces déchets toxiques arrivaient bien entendu de très loin. Au fil de la conversation, nous en sommes venus à imaginer à quoi ressemblerait la situation si la police et les procureurs imposaient les volontés des communautés locales au lieu des diktats des compagnies industrielles, et s'ils mettaient en place des zones sans risque de cancer, ou des zones sans déforestation, ou des zones sans viol. Nous avons tous beaucoup ri, car il n'y a aucune chance pour que cela arrive. Mais au sein des communautés, nous commencions à créer des groupes de défense et déclarions « Cette zone sera protégée de tous les produits cancérigènes. Celle-ci ne subira aucune déforestation. Celle-là sera exempte de viol ou libre de tout barrage. Que se passerait-il » Voilà ce dont nous parlons dans ce livre. Nous voulons que nos communautés soient affranchies du cancer, de la déforestation, du viol, de la construction de barrages, etc. Et pour cela, nous devons arrêter les sociopathes qui nous font du mal. Pour être précis, civilisation et société sont deux choses différentes. La civilisation est une organisation spécifique, hiérarchique, fondée sur la domination. Le démantèlement de la civilisation, la destruction de cette structure de pouvoir,
n'implique pas la fin de tout ordre social. Cela devrait signifier à terme plus de justice, d'autonomie, de démocratie, de droits humains, rien de moins. Voilà, un dernier bout. Ouais, un dernier bout. Un dernier bout. Question suivante. Le démantèlement de la civilisation n'implique-t-il pas la mort de millions de personnes dans les villes? Derrick Jensen. Quoi que vous fassiez, vous aurez du sang sur les mains. Si vous participez à l'économie mondialisée, vous avez du sang sur les mains. Étant donné que l'économie mondiale assassine des humains et des non-humains partout sur la planète, un demi-million d'enfants meurent chaque année en conséquence de ce qu'on appelle le remboursement de la dette des pays non industrialisés envers les pays industrialisés. 60 000 personnes meurent chaque jour à cause de la pollution. Et que dire de tous ceux qui sont expulsés de leur terre? Beaucoup de gens meurent d'ores et déjà. Ne pas agir face à l'atrocité n'est pas une réponse. La dure réalité, c'est que plus la culture dominante continue de détruire la vie sur Terre, plus le déclin énergétique et l'effondrement biotique seront sévères. Pourtant, certains diront que ceux qui proposent le démantèlement de la civilisation ne font que suggérer un génocide de grande ampleur. Les ours polaires et le saumon argenté ne seraient pas d'accord. Les peuples autochtones ne seraient pas d'accord. Les humains qui hériteront de ce qui restera du monde lorsque la culture dominante s'écroulera ne seraient pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Le démantèlement de la civilisation désigne à mes yeux le fait de priver les riches de leur capacité à voler les pauvres et de priver les puissants de leur capacité à détruire la planète. Personne, hormis un capitaliste ou un sociopathe, si tant est que l'on puisse distinguer l'un de l'autre, ne pourrait être en désaccord avec cela.